Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Santé Mag. Ce soir, nous nous intéressons à une problématique de santé publique, l'hypertension artérielle. Alors cette condition caractérisée par une pression sanguine trop élevée progresse souvent en silence, menaçant notre cœur, menaçant aussi notre cerveau et nos reins. Ensemble, nous allons aujourd'hui décortiquer l'HTA. Sa définition précise, les clés d'un dépistage précoce, les nuances entre l'hypertension dite essentielle et celle révélatrice d'autres affections, notamment hormonales, voilà, et les risques spécifiques qu'elle fait peser sur notre fonction cérébrale. Et pour nous éclairer sur le sujet, j'ai le plaisir de recevoir ce soir professeur Nibouche Djameldine. Bonsoir. Bonsoir, très heureux d'être à votre émission. Heureuse aussi de vous accueillir, ravi aussi de vous avoir avec nous. Merci. Vous êtes bien sûr expert, vous êtes cardiologue. Marhaba bik. Merci madame. Avec nous, professeur Adjoud Naïma, bonsoir. Bonsoir, ravi d'être à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes cardiologue aussi. Et avec nous, docteur Lefki Nassel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes neurologue, merci d'avoir accepté aussi notre invitation. C'est moi, je vous remercie pour l'invitation et je suis honoré d'être avec les éminents neurologues et cardiologues. Ça me fait plaisir. Exactement, pour traiter un sujet essentiel qui est l'hypertension artérielle. Mais professeur, tout d'abord, commençons par une explication simple de ce qui est justement l'hypertension artérielle. Alors très simplement, d'abord, l'hypertension artérielle est une maladie connue de tout le monde. Tout le monde sait qu'est-ce que la tension artérielle. Indique la tension. Donc c'est commun, donc ça voudrait dire que c'est une maladie très répandue, pas seulement en Algérie, mais dans le monde. Vous savez que pour que le sang circule dans l'organisme, il faut qu'il y ait une certaine pression. S'il n'y a pas de pression, le sang resterait donc inerte. Pour cela, donc, il faut une certaine pression, dite pression physiologique. C'est comme l'eau qui circule dans votre appartement. Et lorsque cette pression dépasse les limites normales, on parlera d'hypertension artérielle. Alors là, on est obligé de mesurer. Une pression, ça se mesure en millimètres de mercure ou en centimètres de mercure. Alors là, lorsque on dépasse 140 mm de mercure ou égal à 140 mm de mercure pour la pression artérielle élevée, oui. La systolique, qu'on dit la systolique, la grande, et la petite quand ça dépasse, oui, c'est égal à 90 mm de mercure. Pour le grand public, c'est 14,9. Quand on atteint 14 et ou 9, on a une pression élevée. Je ne parlerai pas d'hypertension parce que c'est un diagnostic. Et le diagnostic va répondre évidemment à des critères bien précis. Donc notre pression devient anormalement élevée. À ce moment-là, on doit s'inquiéter parce que une pression anormalement élevée dans l'organisme, bien sûr que ça va donner des perturbations, évidemment, au niveau de l'ensemble des organes. Exactement. Et justement, vous parliez de systolique et diastolique. Alors, professeur ajoute justement, qu'est-ce que la systolique et diastolique, qu'est-ce que ça représente exactement ? Alors effectivement, quand on parle de pression artérielle systolique, c'est un peu relié à la cavité du ventricule gauche. C'est au moment où notre ventricule gauche est en train de se contracter pour éjecter toute l'ondée sanguine qui est en son sein, c'est-à-dire au niveau du ventricule, et cette masse sanguine qui va être éjectée, donc c'est mesuré par la pression artérielle systolique, elle va servir pour aller irriguer un petit peu tous les organes. Et c'est à partir du moment où on a des pressions soit trop élevées, soit trop basses, c'est là où on va avoir éventuellement des événements indésirables. La pression diastolique, quant à elle, c'est pendant qu'on a un relâchement de cette cavité ventriculaire, et donc là, on va mesurer la pression diastolique. En fait, quand on prend la pression du malade, avec les outils avec lesquels on va mesurer les pressions, donc on va avoir systématiquement, simultanément, et la pression systolique et la pression diastolique. Très bien. Alors, merci pour l'explication. Et justement, l'hypertension touche de nombreuses personnes dans le monde. Alors, selon l'OMS, plus d'1 milliard d'adultes sont touchés par cette hypertension artérielle. Qu'en est-il de notre pays, de l'Algérie, justement? Est-ce qu'on a des chiffres? Oui, on a beaucoup de chiffres. Je pense que c'est l'une des maladies qu'on a bien évaluées en Algérie,
puisque nous avons plusieurs études épidémiologiques, et toutes ces études épidémiologiques situent la prévalence de l'hypertension, parce qu'on parle de la prévalence de l'hypertension artérielle entre 25 et 30-35%. Moi, je dirais qu'en moyenne, à peu près un tiers de la population algérienne est hypertendue à partir d'un certain âge. Parce qu'il faut savoir aussi que la prévalence va changer en fonction de l'âge. Quand on est jeune, évidemment, ou à un âge moins élevé, la prévalence de l'hypertension est moins élevée que lorsque on atteint un âge de 60 ans ou de 70 ans. Plus donc on prend de l'âge et plus la prévalence de l'hypertension artérielle augmente. Exactement. Et justement, on appelle ça le tueur silencieux. Donc c'est une maladie silencieuse. Alors voilà le danger de cette élévation de la pression artérielle. C'est que lorsque la pression au niveau de des vaisseaux augmente, la pression de perfusion au niveau des organes augmente et va détruire ces organes. Alors le plus dangereux, c'est la destruction des organes nobles. Alors quels sont les organes nobles de l'organisme? C'est d'abord le cerveau, c'est important. Le cerveau est un organe extrêmement important. C'est le cœur. Ce cœur aussi est important et subit donc la pression artérielle, l'augmentation de la pression artérielle. Nous avons le rein. Et nous avons toutes les artères, en particulier les artères des membres inférieurs, c'est les artériopathies des membres inférieurs. Ça touche aussi les petits vaisseaux comme au niveau de l'œil, et ça donne des rétinopathies qu'on appelle rétinopathie hypertensive. Ça détruit l'œil, ça détruit le cerveau, ça détruit le cœur, ça détruit le rein, de façon évidemment sur de longues années d'évolution. Tueur silencieux, je reprends le terme silencieux, oui c'est vrai, c'est que ça détruit les organes, mais on ne sent rien. Vous êtes hypertendu, vos organes se détruisent, mais vous ne sentez rien. C'est ça le danger. Les maladies, madame, maintenant, actuellement, à l'heure actuelle dont je vous parle et à l'ère que nous vivons actuellement, la grande majorité de nos maladies au début sont asymptomatiques. Le cancer est souvent très asymptomatique. Il faut aller le dépister. Et dépister très tôt, c'est traiter très tôt et avoir les meilleurs résultats possibles. Une plus grande espérance de vie et surtout une meilleure vie. Absolument. Oui. Et une qualité de vie, voilà, évidemment, et on évite la destruction de tous ces organes. Et là, c'est très simple. C'est si vous ne prenez pas votre pression artérielle à un moment donné de votre vie, vous ne saurez jamais si vous êtes hypertendu ou pas. Comment savoir que c'est le moment de prendre sa tension artérielle? C'est une excellente question. L'hypertension artérielle est considérée dans la grande majorité comme essentielle. Dans 95% des cas, on ne retrouve pas de cause précise, sauf l'âge, évidemment, elle survient à un âge déterminé. 5%, c'est chez l'enfant. Il y a des causes notamment rénales ou autres. Il y a des causes aussi chez l'adulte qui sont aussi dues à des malformations ou à des désordres hormonaux ou autres. Donc il y a des causes secondaires, il y a des causes donc primaires. Cause primaire, 95%, c'est essentiel. On ne retrouve pas. Elle est génétique. Elle est transmise donc dans les familles. Et généralement, on trouve le père ou la mère qui est hypertendu, ou les deux. Alors, quand on a le père ou la mère, il faut absolument s'inquiéter à partir d'un certain âge, à partir de 30 ans, généralement. Il faut il faut contrôler sa pression. On n'y pense pas justement à 30 ans. On pense qu'on est encore jeune, qu'on a la vie devant soi. À 40 ans, c'est à ce moment-là où on se montre mais vous allez détecter à la maison, en automesure, on vous expliquera tout à l'heure qu'est-ce que l'automesure, à la maison, vous-même, avec un appareil automatique, ce qu'on appelle l'automesure. Maintenant, on s'auto-détecte. Il n'y a pas que la pression artérielle, je vous expliquais aussi. Donc on s'auto-détecte, on va déterminer si on est hypertendu ou pas. Parce que si les chiffres tensionnels que je vous ai donnés tout à l'heure sont élevés à domicile, il faut aller tout de suite consulter. Mais seul le médecin doit faire le diagnostic. Pas celui qui a pris la tension. Non, on ne va pas s'alarmer. On va voir le médecin, on va lui expliquer, c'est à lui de voir comment faire le diagnostic. On peut s'auto-détecter sur la glycémie.
il y a des glucomètres maintenant à la maison. Vous pouvez donc faire votre glycémie pour voir si vous êtes diabétique. L'hypertension, le diabète, c'est la même chose. C'est le père ou la mère sont diabétiques. Vous devez absolument vous dépister très tôt. Il faut apprendre à partir d'un certain âge, 30 ans, le diabète est une maladie exemple, asymptomatique même, aussi. On ne sait pas si on est diabétique, si on ne se pique pas, et on va voir sa glycémie. Donc ce sont des messages, madame, très importants que l'on doit transmettre à la population pour que la population puisse s'auto-détecter elle-même, et nous allons détecter des maladies sans aller voir le médecin maintenant, puisqu'il y a des possibilités, sans aller voir le médecin. On saura si on est hypertendu, on saura si on est diabétique, et on ira vers le médecin pour se soigner très tôt. Oui. Il y a aussi des tests pour le cancer aussi, où on va détecter si on a le cancer ou pas. Cancer mammaire, on sait, le cancer de la prostate chez l'homme, on sait, le cancer colorectal, on sait. Donc maintenant, la médecine moderne, c'est la détection. La détection, c'est pas d'aller voir le médecin quand on a mal. Quand on a mal, c'est trop tard, madame. C'est trop tard. Quels sont justement les risques neurologiques associés à une hypertension artérielle ? Quand cette hypertension artérielle, justement, n'est pas... quand on ne sait pas qu'on est hypertendu et quand on ne la soigne pas non plus. Oui, vous savez, le cerveau c'est l'organe qui peut-être souffre le plus de l'hypertension artérielle. Mais c'est aussi un autre avantage, c'est celui qui est assez bien protégé quand on découvre l'hypertension et on la traite et on la soigne. Donc, il y a un effet, on peut avoir un effet immédiat, c'est l'encéphalopathie hypertensive, c'est une urgence. On peut avoir un AVC, c'est très connu, c'est fréquent, c'est la première cause d'handicap chez l'adulte, c'est la deuxième cause de décès après les infarctus, etc. Et ça m'est arrivé, on m'a déjà envoyé un malade pour un œdème papillaire, que l'ophtalmologue il a trouvé un œdème papillaire, le malade il souffrait un peu de céphalée, il a fallu que je lui prenne sa tension, il était à 22-14, donc je l'ai appelé, il a été hospitalisé. C'est une hypertension quand même assez sévère. Le bonhomme ne savait pas qu'il était hypertendu. Et l'ophtalmologue n'a pas pris sa tension. M. Nibouche avait signalé ça tout à l'heure. Dans chaque spécialité, la moindre des choses, c'est de prendre... Il y a aussi la visite d'embauche, une visite périodique dans les entreprises, etc. Oui. Ça aussi, ça permet de diagnostiquer à l'avance chez des gens qui sont hypertendus, qui ne savaient pas. Et puis le médecin de famille, il faudrait peut-être revenir à ça. Le médecin de famille qui pourrait suivre déjà toute la famille et pour nous alerter, nous orienter aussi. C'est pas tout à fait dans notre tradition, mais normalement ça s'est perdu, ça se faisait un jour. Ça s'est perdu. Oui. Il y a aussi un autre problème dont on parle actuellement de plus en plus pour les conséquences de l'hypertension artérielle, on peut en parler après, c'est la démence. Maintenant, c'est prouvé scientifiquement avec des études, des statistiques, qu'un patient qui fait son hypertension à l'âge de 50 ans et qui n'a pas été traité, sa chance de développer un Alzheimer à 60, 80 ans, il va déclencher sa maladie. C'est des chiffres effarants, hein, vraiment. Justement. Voilà. D'où l'importance de détecter cette hypertension à l'avance. Alors justement, professeur, existe-t-il des groupes de population plus susceptibles de développer l'hypertension? Est-ce que, par exemple, on a parlé aussi des personnes âgées, des personnes d'origine africaine aussi, on dit qu'ils ont plus de risques de développer une hypertension artérielle? Très bien. Oui, effectivement, il y a des personnes à risque. Avant de dire les personnes âgées, les personnes africaines, quand on a de l'hypertension artérielle dans la famille, M. Nibouche disait que c'est génétique. Oui. Donc quand on a de l'hypertension artérielle dans la famille, ben, déjà à partir de ce moment-là, il faut s'inquiéter et voir éventuellement si les membres de cette famille, très précocement, symptomatiques ou pas symptomatiques, font de l'hypertension artérielle ou vont faire de l'hypertension artérielle. D'où des surveillances. À côté de cela, donc ça c'est une catégorie de personnes. À côté de cela, les personnes qui ont d'autres facteurs de risque. Monsieur Nibouche, là encore, a parlé du diabète. Diabète et hypertension artérielle se suivent.
c'est le diabète, puis l'hypertension artérielle, ou l'hypertension artérielle ou le diabète. Bon, il y a certains liens par les phénomènes des syndromes métaboliques qui pourraient emmener le diabétique à devenir hypertendu. Et surtout quand il s'agit d'un diabète de type 2. À côté de cela, les gens qui font de la dyslipidémie, ceux qui ont éventuellement un taux de cholestérol élevé. Et ça existe aussi dans les familles. Il y a des familles avec de l'hypercholestérolémie. Donc, ce sont des patients susceptibles. Là encore, M. Nibouche disait que l'hypertension artérielle va atteindre le cœur, le rein, le cerveau, les artères. Alors, si ajouter à cela le diabète et le cholestérol sont là pour aller léser ces artères, donc l'hypertension va s'installer. Donc là aussi, c'est une population à risque. Les tabagiques, les patients qui ont une surcharge pondérale, le patient qui a un syndrome métabolique, si au départ il n'a qu'un diabète, qu'une dyslipidémie, qu'une surcharge, qu'un tour de taille qui est élevé, il va finir par développer de l'hypertension artérielle. Donc voilà un petit peu toutes les populations à risque de développer de l'hypertension artérielle. Après, il est vrai qu'il y a quand même en Afrique, et notamment chez nous par exemple au niveau des zones du Sud, ce sont des gens d'ailleurs qui font des chiffres de pression artérielle très élevés, qui circulent avec et qui sont asymptomatiques. Et un jour, on est dans la complication et on arrive à faire le diagnostic à ce moment-là, mais c'est déjà trop tard puisque on a déjà une partie des organes qui sont lésés. Déjà touchés. Donc l'essentiel, c'est de ne pas arriver à léser ces organes nobles, faire un diagnostic précoce pour prendre en charge ces patients-là. Alors, est-ce que c'est vrai que les hommes sont plus à risque que les femmes jusqu'à la ménopause? Alors, on a tendance à dire effectivement que les femmes, jusqu'à leur ménopause, sont protégées par les hormones. Mais en fait, elles ne sont pas tellement protégées par les hormones par rapport à l'hypertension artérielle. Elles sont protégées par les hormones beaucoup plus pour l'histoire de coronaropathie. Et passé cet âge-là, passé cette période-là, ça va se rejoindre aussi bien chez l'homme que chez la femme pour faire un petit peu les mêmes complications et les mêmes pathologies. D'accord. Il faut toujours faire attention, avoir une bonne hygiène de vie et bien sûr, on a tendance à dire aujourd'hui beaucoup de pathologies sont génétiques. Et on a tendance à dire qu'il faut peut-être réfléchir à la carte génétique des patients à l'âge de 18 ans. Et à partir de là, essayer déjà d'instaurer une hygiène de vie dans les familles à risque, que ce soit à risque cardiovasculaire ou que ce soit à risque d'une autre maladie. Et donc, orienter ces gens-là et les surveiller, les astreindre à une hygiène de vie pour éviter l'apparition de l'hypertension artérielle qui va apparaître. Oui. Mais en fait, on va la détecter précocement et la prendre en charge en temps voulu. Très bien. Et justement, pour détecter une hypertension, elle est asymptomatique. On n'a pas de symptômes, mais on peut quand même avoir quelques petits symptômes pour certaines personnes, peut-être au début, des symptômes qui ne vont pas nous alerter, mais qui devraient nous mettre la puce à l'oreille, professeur. Alors voilà, lorsque l'hypertension artérielle évolue pendant quelques années, ou bien lorsqu'elle évolue pendant quelques mois, elle est rapide, et là il y a une cause sévère, comme une atteinte rénale. Le rein peut donner de l'hypertension, et l'hypertension peut donner la maladie rénale. Donc on ne sait pas qui est le responsable, quelquefois, puisqu'on a les deux malades. Alors, l'hypertension peut être rapidement évolutive. Ça, il faut le savoir. Et là, il y a une cause récente, une maladie. Deuxièmement, vous m'avez dit les symptômes. Les symptômes, donc, apparaissent tardivement. D'abord, nous avons des céphalées, des maux de tête. C'est des maux de tête insupportables, généralement derrière la tête au niveau de la nuque. Nous avons des troubles visuels. Nous avons quelquefois des scotums, on voit des étoiles. Comme des mouches peut-être. Oui, la vie devient étoilée. Oh, oui. C'est mieux que les mouches. Absolument, oui, tout à fait. Et nous avons aussi un flou dans la vision. Notre collègue neurologue a parlé tout à l'heure de l'œdème papillaire. L'œdème papillaire est une manifestation de l'hypertension sévère. Elle a parlé de 14 de diastolique, ce qui est énorme. C'est une hypertension qui a dû évoluer pendant longtemps pour arriver à l'œdème papillaire. L'œdème papillaire va détruire évidemment la rétine. Nous avons un flou quand on ne voit pas.
Alors, quand on va voir l'ophtalmo fait le diagnostic. Il va dire, bon, monsieur, madame, est-ce que votre tension est élevée? Le malade va dire, bon, j'ai pas pris ma tension, je sens rien. Oui, mais le fond de l'œil, déjà, donne une image sur ce que vous avez. Et l'ophtalmologiste va prendre la tension, va la trouver élevée, va l'adresser. Ça peut se voir. Ça devrait se faire, mais un ophtalmologiste ne prend pas. Eh bien, on va pas arriver, il ne faut pas arriver à ça. Oui. Il ne faut pas arriver à ça. Les autres signes, évidemment, qui sont importants, et ça peut être des signes de complications. C'est le fait de mal respirer quand on fait un effort. Oui. Quand on monte les escaliers, on est obligé de s'arrêter alors qu'avant on pouvait les monter facilement. Et quand on commence à s'essouffler, quand on est obligé de s'arrêter, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, je ne suis pas essoufflé à ce stade d'effort. C'est beaucoup. Là, il faut s'inquiéter. Là, il faut s'inquiéter. Ça peut être l'hypertension, mais ça peut être une maladie cardiaque, une maladie respiratoire ou autre. Mais c'est un signe pathologique, c'est un signe anormal qui doit alarmer. On doit faire une visite médicale complète. L'essoufflement est important. L'essoufflement peut aller à l'œdème pulmonaire. L'œdème pulmonaire, c'est quoi? L'œdème pulmonaire, c'est l'étouffement avec la grande crise d'étouffement où les poumons sont noyés. Ça peut être un accident ischémique transitoire qu'on appelle AIT, ou un accident vasculaire cérébral, etc. Ça peut être aussi une oblitération artérielle aiguë des membres. Et ça peut être aussi d'autres signes bénins, ce sont les bourdonnements d'oreilles. Alors quelquefois on dit, bon, c'est l'oreille qui est malade. Non, mais là, le bourdonnement d'oreille, quand on a la population, il faut tout de suite prendre sa pression artérielle et c'est urgent de la prendre. Vous avez parlé tout à l'heure d'un élément extrêmement important. Et je suis de ceux qui luttent pour qu'il soit institutionnalisé. C'est le médecin de famille. Oui. Le médecin de famille est fondamental. C'est la base de la médecine d'un pays. C'est la médecine sociale. C'est la meilleure, madame. Retenez bien ce terme. La meilleure médecine de proximité. Celle qui est la plus proche du citoyen, pas du malade. Il est malade, il a un signe, il appelle son médecin de famille. Moi, j'appelle toutes les familles algériennes à tout de suite prendre un médecin de famille. Prendre un médecin de famille. Et ça sera lui qui va suivre la famille. Vous avez un problème, vous lui téléphonez. 2h, 3h du matin, vous avez une douleur à la poitrine, il faut lui téléphoner. Vous avez mal à la tête, vous prenez votre pression artérielle, vous la trouvez élevée, vous l'appelez. Donc il faut un médecin qui doit vous guider, qui doit vous dire il faut aller voir un neurologue, il faut aller voir un cardiologue. Voilà tel cardiologue. C'est la médecine, pas moderne, mais c'est une médecine classique et c'est la meilleure médecine. Une médecine doit absolument être bien organisée. Le premier chaînon des soins de santé, tel que le dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est le médecin de famille. Après le médecin de famille, la médecine de proximité fait appel à une structure publique qui est évidemment une structure la plus proche du domicile et c'est les soins évidemment primaires et c'est évidemment soit la polyclinique telle qu'on la conçoit ou un centre de santé le plus simple ou bien évidemment une petite structure de santé de proximité qui fait les soins primaires, les premiers soins. Donc ça c'est fondamental parce que ce qu'on voit maintenant c'est une anarchie totale où le malade va consulter directement le spécialiste. Justement, normalement, c'est le médecin généraliste, le médecin de famille qui devrait nous orienter vers le Absolument. Et quelquefois, il y a des erreurs. Mais justement, il y a une errance. Il y a l'errance. Voilà, j'allais employer ce terme. Il y a une errance. Et c'est cette errance qui va amener à des échecs de prise en charge et à des diagnostics quelquefois erronés ou quelquefois on ne fait pas le diagnostic. Donc il faut absolument hiérarchiser les soins et c'est la véritable santé publique, madame. Il faut absolument. Alors que les familles se prennent en charge eux-mêmes
Et dès maintenant, appelle un médecin de famille pour qu'il suive toute la famille, les enfants et les adultes. Et même les sujets âgés. Heureusement. Alors, comment une hypertension artérielle chronique peut-elle affecter la santé de notre cerveau à long terme, docteur Lefki? Oui, donc ça, c'est les complications tardives de l'hypertension artérielle, parce que, comme ils l'ont dit déjà mes prédécesseurs, l'hypertension, elle perturbe un peu la fonctionnalité des vaisseaux, ça entraîne des rétrécissements des petits vaisseaux, et ça endommage les vaisseaux, voilà. Ça endommage les vaisseaux, donc le sang n'arrive plus au niveau du cerveau. Ça donne deux types de lésions. Soit c'est des lésions de la substance blanche qu'on appelle la leucoaréose ou la leucopathie, qui est classée d'ailleurs de grade 1 à grade 3. Soit c'est des lacunes, c'est-à-dire que c'est comme du gruyère au niveau de toute la substance blanche cérébrale, ça donne un état lacunaire. Donc c'est de façon indirecte, donc ça touche les vaisseaux, l'hypertension influe sur les vaisseaux, c'est la conséquence, c'est le manque d'apport de sang et d'oxygène au niveau du cerveau, donc il y a une lésion de la substance blanche. Ça, bon, on a ce qu'on appelle des états lacunaires. C'est l'atteinte des faisceaux qui viennent des cellules corticales jusqu'au niveau du tronc cérébral. Donc ça donne un syndrome pseudo-bulbaire avec trouble de la marche, trouble du langage, déficit moteur et démence. Ça évolue même vers la démence. C'est la même chose pour la leucopathie. La leucopathie, elle peut être juste en périventriculaire, c'est-à-dire qu'à côté des ventricules cérébraux, les minimes, bon, il n'y a pas de dégâts, mais si ça continue, l'hypertension n'a pas été jugulée, n'a pas été diagnostiquée, on aboutit à une leucopathie sévère et ça aboutit à la démence vasculaire. Donc quand on parle déjà d'Alzheimer actuellement, il y a presque 50% de maladies d'Alzheimer sont d'origine vasculaire. Il y a l'Alzheimer dégénératif. Avant, on ne parlait que de ça, de maladie dégénérative. Maintenant, on parle de l'Alzheimer dû aux lésions vasculaires, parce que ces lésions vasculaires vont entraîner des dépôts d'une protéine qu'on appelle la bêta-amyloïde au niveau des prolongements cellulaires. Ça détruit la cellule, et ça perturbe le fonctionnement entre les cellules. Et c'est ça commence par les troubles de mémoire, ensuite troubles du comportement, et c'est l'Alzheimer. Souvent, c'est des démences mixtes. Un peu d'Alzheimer, un peu de complications de l'hypertension, ça donne des démences mixtes. Mais c'est très fréquent. Les gens, il faut qu'ils sachent que l'hypertension, c'est pas rien du tout. C'est un tueur silencieux, ça peut bousiller le cerveau en quelques années sans qu'on se rende compte. Et puis l'AVC, bon, dans les états aigus, c'est l'AVC. Et l'AVC, Dieu sait que les AVC chez nous, c'est une catastrophe parce qu'il n'y a pas de prise en charge des AVC. Un malade, il arrive à l'hôpital dans un état d'hémiplégie, il est vu à la gare, faites un scanner dans 48 heures ou 72 heures et vous revenez après, on verra est-ce que c'est un AVC ou pas. Alors qu'on peut le prendre en charge dans les 4 premières heures, essayer de faire quelque chose. Mais il faudrait d'abord savoir que c'est un AVC, on ne se rend pas forcément compte que c'est un AVC, et quand on ne connaît pas les symptômes, quand on a des difficultés, comme des difficultés à parler ou autre chose, on ne pense pas forcément à l'AVC à ce moment-là, et on ne consulte pas forcément à ce moment-là. Maintenant, on peut faire un scanner dans n'importe quelle petite daïra, dans n'importe quel... On peut faire un scanner rapidement. On élimine l'hémorragie et il faut prendre rapidement en charge le patient. Et pour diagnostiquer justement l'hypertension artérielle à ce moment-là, comment on fait, professeur Adjout? Comment diagnostiquer l'hypertension artérielle? D'abord, il faut dire que quand on prend la tension pour la première fois et qu'on a des chiffres de valeurs qui avoisinent les 150 ou les 160 pour la systolique et ou les 90 ou les 95 pour la diastolique, il n'est pas décrété qu'on est hypertendu. D'abord, il faut que la population sache que chaque fois qu'on prend sa tension, si on a décidé de la prendre à la maison,
Il faut qu'on ait un tensiomètre électronique, c'est ce qui est recommandé par les sociétés savantes, un tensiomètre électronique validé par les sociétés savantes. Comment savoir que ce tensiomètre est validé? Alors, M. Nimouche dit souvent, c'est pas la marque qui valide, et il a raison. Quand on a cette marque, et sur l'appareil en général, on a des indices, on a un numéro de série, et c'est là où on peut aller sur le site pour savoir est-ce que le tensiomètre que j'ai est validé ou pas. C'est donc un tensiomètre électronique. Et un tensiomètre, c'est pas un jouet. Donc ça veut dire que ça ne doit pas passer de main en main plusieurs fois parce qu'on risque de l'abîmer. Quand on prend sa tension, qu'elle soit prise à domicile ou qu'elle soit prise par le corps médical ou paramédical, d'abord le patient doit être au repos déjà un minimum de 10 minutes, 15 minutes. Il faudrait qu'il soit à l'aise, assis confortablement. Dans le temps, on avait tendance à dire on prend la tension artérielle couchée. Aujourd'hui, la tension artérielle prise en position assise peut être validée. Ensuite, au cas où, quand on est en face de sujets âgés, manifestement, on doit prendre l'attention aussi bien en position assise qu'en position debout, pour être sûr que les valeurs ne baissent pas et ne créent pas de soucis chez ces patients-là. Donc, un minimum de repos. On ne vient pas de l'extérieur énervé pour prendre sa tension artérielle. Après l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Exactement. On ne la prend pas après une cigarette, on ne la prend pas après un café, on ne la prend pas après un repas. Les Européens disent, ils sont très adeptes des animaux domestiques. Même l'animal domestique fétiche ne tourne pas autour du patient qui est en train de prendre sa tension artérielle. Alors, quand on a pris sa tension artérielle, là aussi, il ne faut pas la prendre qu'une fois. Il faut la prendre 2, voire 3 fois. Si on a 2 valeurs concomitantes qui se rejoignent, on fait une moyenne. Si on a 2 valeurs concomitantes tout à fait différentes, on prend une 3e. Et on va faire une moyenne des 2 dernières. Quand la moyenne de la tension est prise et qu'elle est au-delà des valeurs autorisées, ça ne veut pas dire qu'on est hypertendu. Là, si on a pris sa tension soi-même, on va consulter un personnel, une spécialité qui pourra éventuellement faire un diagnostic de l'hypertension artérielle. Maintenant, même le médecin, quand il reçoit le malade pour la première fois, pour quelle que soit la pathologie, et qu'il a pris sa tension artérielle, dans les conditions qu'on vient de décrire, et qui trouve que sa tension, elle n'est pas en deçà de 140 pour la maxima et de 90 pour la minima. Il faut rappeler que quand on est à la maison, on n'est plus dans le 140-90, on est dans le 135-85. Donc si on a des valeurs au-delà, à condition que ces valeurs soient inférieures à 180 pour la systolique et 110 pour la diastolique, on est en stand-by. On doit impérativement aller soit faire une automesure, demander une automesure au patient, ou alors aller sur ce qu'on appelle la mesure ambulatoire de la pression artérielle pour décréter, c'est ça, pour décréter est-ce que notre patient est hypertendu ou pas. Maintenant, si je reçois un malade à ma consultation et que sa tension est au-delà de 180 pour la systolique et de 110 pour la diastolique, bien sûr, après un repos, après l'avoir mis en confiance, après avoir discuté avec lui, et que je garde ces valeurs-là, à ce moment-là, je vais commencer un traitement. Sinon, je m'oriente vers l'automesure ou la mesure ambulatoire de la pression artérielle pour décréter que mon patient soit hypertendu. Donc il faut avoir un tensiomètre à la maison. Oui. C'est conseillé d'avoir un tensiomètre à la maison. Oui, aujourd'hui, je peux dire que plus de 60% de la population a un tensiomètre à la maison. Oui. Ou alors, si ce n'est pas possible, on va sur la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Et quand on fait une automesure... Alors, on peut expliquer la mesure ambulatoire, justement, le MAPA, ce qu'on appelle MAPA. Alors, on va dire, quand on demande à un malade de prendre sa tension à la maison, une automesure, il y a des critères bien définis. Il ne la prend pas quand il veut, comme il veut. Alors, il est décrété par les sociétés savantes qu'il doit prendre sa tension soit 3 jours de suite, le matin au réveil, entre le réveil et le petit déjeuner, et 3 fois le soir au coucher, 3 fois de suite, 3 jours de suite. On peut aller, actuellement sur les dernières recommandations, on a tendance à dire, on peut aussi aller sur 5-7 jours. Et on fait une moyenne. Et à ce moment-là, on va dire, est-ce que notre patient est hypertendu ou pas? La mesure ambulatoire de la pression artérielle, là, c'est le praticien qui va installer un tensiomètre à demeure pour son patient sur les 24 heures. Et si vous voulez, ce tensiomètre-là va prendre des tensions au décours de la journée toutes les 15 minutes et au décours de la nuit toutes les 30 minutes. Et ensuite, notre logiciel va nous faire une moyenne sur les 24 heures et une moyenne de jours pour décréter est-ce que notre patient est hypertendu ou là. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on va décider de traiter ou pas. Et là, il y a des critères aussi
pour entamer un traitement ou pas. D'accord. Donc pour poser un diagnostic, il faut faire le MAPA, voilà, ou alors avoir l'automesure à la maison pendant un certain temps, 3 jours jusqu'à 5 jours. Avant, on ne pose pas de diagnostic. Parce que le malade est là, il est au niveau d'une consultation. D'abord, parfois il a attendu pendant le minimum du minimum, c'est 1 heure en consultation. Donc il est déjà stressé. Il vient pour un symptôme ou pour une maladie. Donc il a une appréhension de ce que va lui annoncer le médecin. Puis il y a l'effet blouse blanche aussi. Exactement. Donc il est dans des conditions particulières. Donc cette mesure ambulatoire de la pression, elle va nous dire est-ce que la pression qu'on a eue en cabinet de consultation est une pression artérielle appelée effet blouse blanche ou est-ce que c'est réellement une hypertendue? D'accord. Après, elle peut aussi nous démasquer parfois. Nous avons des patients pour lesquels nous avons une tension artérielle en consultation qui est tout à fait correcte. Et pour autant, ils sont hypertendus. Ils ont ce qu'on appelle une HTA masquée. Et donc, ce n'est que la MAPA qui pourrait la démasquer. Et ça se voit dans certaines conditions. Les patients diabétiques, les sujets âgés, les parkinsoniens, certaines pathologies, certains médicaments. La grossesse. La grossesse. Certains médicaments que les neurologues donnent peuvent donner de l'hypertension artérielle, peuvent masquer l'hypertension artérielle. Quel type de médicaments, par exemple? Il vaut mieux ne pas les citer pour les patients. D'accord. Il y a des bonbons, il y a la réglisse, par exemple. Par rapport à l'alimentation. Par rapport aux substances. Voilà. Les boissons énergétiques. Les boissons énergétiques, la réglisse. La réglisse est connue depuis très longtemps. Fait monter la tension. Il y a des enfants qui prennent beaucoup la réglisse. Les adultes aussi. Avant, il y avait le zan, on se rappelle très bien. Le zan, on en consommait beaucoup. Là, ça donne des chiffres. On doit interroger, évidemment, les gens. Qu'est-ce que vous prenez? Est-ce que vous prenez ça, pour savoir? D'accord. Mais ceci dit, comme disait le professeur Ajroud, maintenant, on ne prend pas la tension artérielle au niveau du cabinet médical seulement. Ce n'est pas un chiffre élevé qui va dédonner le diagnostic. Non, c'est faux. On ne traite pas un malade tout de suite parce qu'il a des chiffres tensionnels élevés. Non. Maintenant, on prend tout son temps et on associe les deux, la pression artérielle en dehors du cabinet médical et la pression artérielle au niveau du cabinet médical. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de demander de la MAPA, on la demande une seule fois, ou quelquefois dans certaines circonstances on peut la répéter, mais il ne faut pas tomber dans le piège de demander de la MAPA tous les 3 mois, comme on le voit très souvent par certains médecins. C'est abusif. Non, c'est abusif. Par contre, l'automesure qui coûte moins cher, où le tensiomètre automatique homologué se trouve à la maison, comme le thermomètre. Oui. La maman doit avoir un thermomètre pour prendre la pression, la température. Elle ne va pas dire attention, elle met la main sur le front pour dire mon enfant a de la fièvre. Non, il faut confirmer, bien sûr. Prenne la température rectale. Donc il faut un thermomètre, il faut un tensiomètre, éventuellement un glucomètre. Un glucomètre à la maison. Donc et un pèse-personne. Oui. Un pèse-personne. Je pense que tout le monde a déjà un pèse-personne à la maison. Là, c'est important pour voir. Alors tout ça, ce sont des instruments très simples, mais qui rendent énormément service. La trousse d'urgence de la maison, quoi, en quelque sorte. Oui, si vous voulez. Ça fait partie. Oui. Et justement, si un patient, on va dire, si une personne a un épisode où, on va dire, un jour précis a eu une élévation, pour ne pas dire pic, parce que vous m'avez dit que vous n'aimiez pas trop ce terme, voilà. Donc, a eu une élévation de sa tension artérielle, on va dire, qui a dépassé les 14,9. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne est hypertendue. Ça ne veut pas dire que cette personne est hypertendue. Est-ce qu'elle doit s'inquiéter, cette personne? Mais le professeur Ajroud a donné un chiffre dans le diagnostic qui est important. C'est 180 mm de mercure, 18-11. 18-11. On ne fait pas du 18-11 tout le temps. Oui. Si on fait du 18-11, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'on est probablement hypertendu. Mais il faut laisser le médecin pour faire le diagnostic. 18-11, c'est très, ou supérieur, c'est très élevé. C'est une hypertension de grade 3. Mais si on fait du 16, du 17, et on va aux urgences, et qu'on s'alarme parce qu'on a une épistaxis. L'épistaxis, ça protège le cerveau, c'est pas une complication de l'hypertension. L'épistaxis, c'est le fait de saigner du nez. Et IRF, ça protège le cerveau.
Ça peut être aussi dû à l'hypertension, oui, mais ça peut être aussi dû à des taches vasculaires au niveau du nez, ou ça peut être aussi le signe d'une autre maladie, plus grave. Il faut savoir, il faut qu'on le dise à la population. C'est quand même, il faut rechercher pourquoi. Il ne faut pas dire que c'est la tension artérielle. Alors, quand on a des chiffres de tension élevés, quand on va aux urgences, et ça c'est un appel du cœur que je le fais à tous les médecins, n'injectez pas un médicament par voie intraveineuse. Ne donnez pas un médicament sous la langue. C'est très dangereux. C'est un message que j'adresse aux médecins. Et à la population, ne vous faites pas injecter un produit par voie intraveineuse. Parce que ça fait baisser très rapidement la pression artérielle et ça donne des catastrophes. Ça donne des catastrophes. La tension artérielle, l'élévation n'est pas une urgence quand il n'y a pas un contexte clinique menaçant. Quand le malade n'est pas menacé, n'a pas d'infarctus, n'a pas d'insuffisance cardiaque, n'a pas d'œdème pulmonaire, on ne fait pas baisser les chiffres tensionnels comme ça. On les fait baisser progressivement par voie orale, peut-être même à la seringue s'il y a une complication. S'il y a une complication. Mais en dehors des complications, on ne touche pas. On ne touche pas. On ne touche pas. On respecte. Et on fait baisser. Maintenant, quand il y a un accident vasculaire cérébral, mon collègue peut-être en parlera tout à l'heure, il ne faut pas baisser les chiffres tensionnels, c'est interdit parce que ça aggrave l'accident ischémique cérébral. Justement, alors, et c'est très important de le dire parce que c'est fondamental. Alors, docteur Lefebvre, justement, donc il faut garder quand même une tension assez élevée pour protéger le cerveau. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est comme il a dit M. Nebouche. On peut provoquer des hémorragies. Quand on baisse rapidement, on peut avoir des ruptures d'anévrisme et on peut compliquer l'AVC. Donc, l'hypertension, parfois, c'est un facteur protecteur et ça permet d'ouvrir les collatérales. Quand il y a un AVC, il y a une artère qui ne fonctionne pas, qui est bouchée. Le fait qu'il y ait une tension artérielle efficiente permet parfois de débloquer des collatérales qui vont améliorer l'état de santé du malade et le risque de l'handicap va être minime. Mais si on baisse directement, là on lui enlève toutes les chances de récupération. Très bien. Alors, professeur Ajourd, justement, à quel moment un traitement médicamenteux est prescrit ? Alors, à quel moment faut-il prescrire un traitement médicamenteux? Quand on a fait le diagnostic d'une hypertension artérielle, moyennant l'automesure ou moyennant la MAPA. On ne traite pas un chiffre, on ne traite pas une valeur. Donc, on va évaluer ce que nous, on appelle un risque cardiovasculaire pour ce patient. Ce risque cardiovasculaire, c'est quoi? C'est l'éventualité de faire un événement cardiovasculaire dans les 10 ans pour ce patient-là. Pour évaluer ce risque cardiovasculaire, il faut tout un bilan chez ce patient. D'abord, il faut aller voir tous les facteurs de risque qu'il faut rechercher. Il est diabétique, il est tabagique, il a du cholestérol, il a de la surcharge, il a une génétique dans sa famille, soit d'atteinte artérielle, coronaire, AVC ou artériopathie des membres. Et donc, on a aussi des bilans biologiques. À partir de là, on calcule le risque cardiovasculaire. On a 3 types de risques. Le risque, il peut être très élevé, il peut être élevé, et il peut être modéré ou léger. Donc, en fonction de ce risque cardiovasculaire, on va démarrer un traitement. Parfois, quand on est chez des sujets qui ont une tension artérielle, là aussi, la tension artérielle doit être gradée. Elle peut être de grade 1, de grade 2, elle peut être sévère. Quand on a une hypertension artérielle sévère, on ne réfléchit pas, on traite tout de suite. Quand on est devant une hypertension artérielle légère, on avait tendance, encore que cette fois-ci, dans les dernières recommandations, les choses ont un peu changé. On avait tendance à dire, je suis devant un patient avec une HTA de grade 1, avec un risque qui n'est pas très important, c'est un risque léger. On avait tendance à dire, bon, on va commencer avec une hygiène de vie, c'est-à-dire faire maigrir le patient, lui demander d'arrêter de fumer, diminuer l'alcool s'il en est consommateur, lui faire de l'activité, diminuer l'apport de sel, donc un régime alimentaire adéquat, qu'on leur conseille. Et au terme des 2 mois, on revoit notre patient. Si on voit qu'on a gagné, moyennant cette hygiène de vie, on peut temporiser. Là, actuellement, on a tendance à dire, on a découvert une hypertension artérielle, elle est là, il faut démarrer le traitement. Après, la thérapeutique va dépendre de ce risque cardiovasculaire. Si j'ai un risque qui est léger, si j'ai un sujet âgé, je vais peut-être commencer une thérapeutique avec une monothérapie, c'est-à-dire donner une seule molécule. Maintenant, si je suis devant un risque qui est élevé ou un risque qui est très élevé,
il faut même commencer par une bithérapie, c'est-à-dire donner 2 molécules à ce patient-là. Et quand on démarre un traitement, là aussi, on a tendance à démarrer des traitements chez les patients, et au terme de 5-6 jours, ils vous appellent au téléphone. Mais ma tension n'a pas baissé. Mais elle ne peut pas baisser en 5 jours. Donc il faut donner le temps. Il faut donner le temps. Quand on donne des traitements aux patients, on a tendance à dire on va réévaluer la tension artérielle de ces patients-là, en principe au terme de 3-4 semaines. D'accord. Donc ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on va dire on est efficace avec la thérapeutique, ou alors il faut réévaluer et réajuster le traitement médical. C'est une réévaluation qui se fait tout au long, voilà, mais qui doit se faire aussi tout au long de la vie du... Quand il est décrété hypertendu, là aussi nous avons souvent des jeunes patients qui viennent vous dire on vient de trouver une hypertension artérielle chez eux, ils sont dans le déni de la pathologie. Oui. Et pourtant ils sont issus de familles hypertendues père et mère. Et vous leur donnez un traitement et au terme des 4 semaines, ils reviennent et vous disent ça y est, ma tension est guérie, je vais arrêter mon traitement. On ne peut pas arrêter un traitement. Quand on a commencé, c'est pour ça qu'on a tendance à dire on ne se précipite pas. Quand on n'est pas dans une HTA sévère, on ne se précipite pas pour commencer un traitement. Il faut impérativement être sûr que l'hypertension est là. Quand on démarre un traitement, on ne l'arrête pas. Par contre, on ne dit jamais à un malade, cette thérapeutique, elle est là à cette posologie à vie. Au fil des consultations et au fil de l'évolution, il nous arrive d'augmenter les thérapeutiques ou de les diminuer. Mais le traitement doit rester. Avec l'hygiène de vie sur notre ordonnance, la logique voudrait qu'on mette les molécules proposées aux patients et l'hygiène de vie. Et on a tendance à leur dire, le tiercé gagnant, c'est le 0, le 5 et le 30. On ne fume pas, 0 cigarette, 5 fruits et légumes par jour et 30 minutes d'activité physique. Ça doit être impérativement répété à nos patients. Justement, quel type d'activité physique? Est-ce qu'on peut faire toutes les activités physiques ou y a-t-il des activités à éviter? Ah oui, donc l'activité physique est fondamentale. Oui. Dans le traitement de l'hypertension artérielle et si on veut mener une vie tout à fait saine. On sait 150 minutes actuellement par semaine d'activité physique, mais il faut mouiller le maillot, il faut mouiller la chemise. D'accord. Ah oui, maintenant, si vous faites que de la marche déambulante, ça ne marche pas. Flâner, ça ne compte pas. Non, ça ne marche pas. C'est pas ça, c'est tricher. Mais là, bon, pour ceux qui peuvent le faire, hein, on va parler du sujet âgé après. Ceux qui peuvent le faire, c'est soit marcher très rapidement, une marche très rapide, mais il faut mouiller le maillot. Alors, soit un footing. Alors, ce qui est conseillé pour nos villes côtières, c'est d'aller donc au bord de mer. Nous avons ici les Sablettes, par exemple. C'est un excellent endroit pour faire de l'activité physique parce que, en fait, c'est très peu pollué de passer au bord de la mer. Et puis, c'est très bien oxygéné. Nous sommes au niveau 0 de la mer. Il ne faut pas faire d'activité physique en montagne parce qu'il y a pas assez peu d'oxygène. En forêt, c'est possible. Et là, on souffrirait. Oui. Alors, c'est ce type d'activité physique. Ce n'est pas l'activité de compétition et l'activité sportive. Il faut bien qu'on s'entende. C'est l'activité physique. Alors, c'est soit de la gymnastique, des mouvements. Il faut associer les deux. On s'arrête, on fait des mouvements des étirements pour justement faire marcher nos muscles et nos tendons. Et pour les sujets âgés qui ne peuvent pas évidemment faire, c'est ce qu'on appelle l'activité physique statique. Ce sont les mouvements. Alors là, le médecin va apprendre au malade pour faire les mouvements. Alors, les mouvements sont très importants chez le sujet âgé, en sachant que le sujet âgé, quand il se met debout, et surtout lorsqu'il prend un traitement antihypertensif, peut être sujet à l'hypotension. Il va syncoper, il va perdre connaissance. Et on va se dire, surtout quand il fait la prière, on va se dire, ah, c'est peut-être le cœur, peut-être qu'il fait un bloc électrique au niveau du cœur. Et là, il faut absolument faire le diagnostic d'hypotension orthostatique qui est fréquent chez le sujet âgé. Alors c'est très important, toutes ces choses-là. Ce qui est important aussi, c'est que dans le traitement de l'hypertension artérielle, il ne faut pas oublier les règles hygiéno-diététiques. Le sel est un poison. Exactement. Et il ne faut pas consommer plus de 5 grammes de sel par jour, 5 à 6 grammes maximum de sel par jour. C'est la petite cuillère à café par jour.
Et il faut maintenant prendre du potassium. Le potassium se vend en sel de régime au niveau des pharmacies. Je ne sais pas maintenant si ça existe en Algérie, mais en tout cas, ça existait avant. On peut le trouver en pharmacie. Le potassium, on peut associer le potassium quand on n'a pas d'insuffisance rénale. Ça, il faut le dire au médecin. Ça, c'est le médecin qui devrait le non, c'est le médecin parce que le aussi. potassium, c'est une insuffisance rénale, c'est pas bon. Oui. Là, bien sûr que c'est le médecin qui doit faire boire beaucoup d'eau, beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes et éviter évidemment le stress. Le stress, c'est l'ennemi mortel. On va parler de stress justement avec vous, docteur Lefki, pour finir l'émission avec cette dernière question. La gestion du stress et la qualité du sommeil ont un impact bien sûr sur l'hypertension. Qu'est-ce que vous pensez des techniques de relaxation, de respiration justement pour essayer d'améliorer tout ça? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont prouvé que la technique de relaxation, le fait de faire de la relaxation, que ce soit par la respiration ou de la méditation, le yoga par exemple, avait des effets sur le cerveau et sur l'hypertension artérielle? Certainement. Oui. Certainement. Hein. Il y a des écoles pour ça, il y a des spécialistes pour ça. Certainement. Chez nous, même le fait de prier, voilà, ça fait partie. Oui, mais il y a surtout le fait d'éliminer le facteur causal. Il y a un stress, il faut essayer de régler. Il y a un problème, source du stress. La source du stress. Il y a un problème, il faut essayer de le régler, etc. Bon, c'est très complexe, hein, parce que le stress, parfois il y a que passer 2 heures en circulation, qu'est-ce que vous allez faire? Méditer, Bon, en voiture, ça ne sera pas très évident de méditer pendant les bouchons, c'est clair. Ça s'apprend. Vous avez dit gérer. Oui. On apprend à gérer. Voilà, tout simplement. On apprend à gérer toutes ces émotions. Il a raison de s'intéresser à ce côté-là extrêmement important, parce que c'est la maladie du siècle. Et ça engendre beaucoup de maladies. Et quand on a évidemment un sujet hyper tendu qui fume, beaucoup. Alors, le tabagisme est aussi cause d'élévation de la pression artérielle. Exactement. Et le tabagisme, l'alimentation ultra transformée, la sédentarité aussi. On a aussi maintenant la chema, on a la cigarette électronique. Peut-être un jour on parlera de tout ça. On a la chicha. Et là, en Algérie, ça devient une préoccupation de santé publique. Quand ça ne dérive pas vers les stupéfiants. Parce que aussi, c'est une réalité nouvelle dans notre pays. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous pour tous vos éclairages. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis jusque-là. Je vous souhaite une bonne soirée avec le reste des programmes de la chaîne et à bientôt. À bientôt, madame. Merci. Merci.